Dans nos précédents entretiens, le sujet du récit, des récits, est souvent revenu, soit quand on parlait de la famille, ou bien dans les choses qu'on doit déconstruire ou qu'on est invité à déconstruire en thérapie, des récits qu'on a sur nous, sur les membres de notre famille autour de nous. Et c'est une approche qui est assez critique sur le pouvoir de ces récits. Et à côté de ça, les êtres humains sont vraiment des êtres qui aiment se raconter des histoires. Et il y a quelque chose de très pédagogique, en fait, autour de l'histoire. Et comment est-ce qu'on peut sentir, percevoir la différence entre les récits qui nous enferment et les histoires qui nous portent? La question est double parce qu'elle porte sur ce que soi-même on est capable de dire et ce qu'on entend de la part des autres. C'est plus difficile de repérer vis-à-vis de soi quand on est dans une parole, je dirais déviante ou sclérosée, que quand on en perçoit les effets par la parole de l'autre sur soi. On aime les histoires, c'est légitime, on aime la littérature, on aime les films, on aime que nos amis nous racontent des choses qui nous intéressent. À quel moment ça devient problématique? C'est une question plus complexe, je crois, qu'elle en a l'air au premier abord. On a déjà, je crois, évoqué le fait que quand la parole arrive à renoncer à la répétition ou à l'inutilité, parler pour ne rien dire ou répéter toujours la même chose, il y a déjà un grand travail de nettoyage qui a lieu. Mais au-delà de ça, quelqu'un peut nous raconter quelque chose, on peut raconter quelque chose à quelqu'un, en sentant que d'une certaine manière, il n'y a pas de vitalité dans cette parole, que cette histoire qu'on raconte n'est pas une histoire qui invite à entrer dedans, à penser ensemble, à s'emparer de la chose, et à l'éclairer peut-être d'une manière nouvelle, un peu comme une énigme ou un mystère. C'est une sorte de récit lyophilisé qu'on fait, une sorte de constat finalement devant lequel on place autrui, en lui imposant une sorte de description des faits ou de ce qui a eu lieu, qui est la nôtre, et qui n'a pas cette vocation de faire naître une spontanéité. Et je pense que c'est très proche finalement de ce qu'on appelle le jugement, qui n'a pas bonne presse depuis pas mal d'années, juger c'est mal, etc. Pour moi, le jugement, c'est ça, c'est cette parole. Enfin, il faudrait presque éviter le mot parole qui m'évoque la vie. C'est ce discours qui fige les choses sans qu'il y ait de porte d'entrée, comme si on était vraiment placé devant un objet dont on nous dit voilà, cet objet existe, il faut le prendre tel qu'il est, et n'avoir aucune interférence réelle et vivante avec lui. Ça, pour moi, c'est la limite toxique du récit. Et malheureusement, les relations humaines sont bourrées de ça. C'est comme une manière officielle de geler la parole. Oui, ça me fait penser à que ce soit dans un monde plus académique où on va analyser les discours, on est invité à justement identifier les récits qui viennent totalement orienter la pensée et qui éventuellement empêchent d'envisager le sujet autrement. Ou même en psychologie, on va peut-être parler plus de croyances que de récits, mais qui viennent aussi comme ça nous figer, nous enfermer dans des rôles, dans des visions qui nous empêchent encore une fois, de voir ou de percevoir autrement. Et pour parler ou pour retrouver cette notion de vitalité, comment est-ce qu'on peut sentir qu'une histoire vient là nous inviter à élaborer du sens? Comment est-ce qu'on peut un peu affiner notre radar? On pourrait dire ça comme ça. Il faut pouvoir se sentir impliqué, il faut pouvoir faire un pas en avant et s'impliquer dans le cercle magique, là, qui sinon reste défendu. Et puis en t'écoutant, je pensais finalement à l'analogie qu'on peut faire entre la loi et les règles. Les règles sont figées, les règles disent il faut faire ci comme ça et pas comme ci, etc. La loi, c'est toujours vivant, c'est toujours dynamique, c'est toujours une proposition de penser ensemble avec la situation, avec l'autre aussi, bien sûr. Et quand il n'y a plus de place pour la loi et que les règles prennent toute la place, ça veut dire que ça va mal, ça veut dire qu'on s'est embourbé depuis souvent un certain temps, sans le voir, dans un piège.
Et si une règle est présentée comme suffisante pour qu'on n'ait pas besoin de penser la loi, c'est un mensonge. Oui, cette notion de loi, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a quelque chose presque de paradoxal parce que il y a une notion un peu d'immuable. Voilà, c'est une loi, c'est comme ça. Et à la fois, ça laisse toujours de la place à comment est-ce que cette loi peut me guider ou comment est-ce que je l'interprète ou je la fais mienne et juste et humaine dans cet instant. Parce que pour qu'elle soit immuable, il faut qu'elle laisse de l'espace à, je sais pas comment dire ça, toutes les formes de vie ou d'expression qui émergent. C'est peut-être on devient un peu trop abstraite. Vous nous direz hein, si on s'éloigne trop du concret. Il faut pouvoir interpréter l'histoire, il faut pouvoir interpréter la loi à notre manière. Si on prend les lois au pied de la lettre et non plus dans l'esprit de la loi, on ne comprend plus le réel. Je prends un exemple tout simple. Dans certaines traditions, les femmes couvrent leurs cheveux et même se voilent, etc. C'est pas une question de morale, c'est de quoi ça parle. Ça dit que le féminin, et pas les femmes, que le féminin est accessible à travers une forme de mystère, d'énigme, que les cheveux des femmes sont comme les antennes du subtil, et qu'effectivement, c'est pas étalé sur la place publique, c'est pas une chose qu'on fait en plein soleil, en plein midi, devant tout le monde. Ce serait comme se mettre tout nu sur la place publique. Non, ça veut dire que le mystère s'aborde avec précaution, avec respect, mais ça n'a rien à voir avec mettre des burqas aux femmes en décidant que c'est légitime, bien sûr. Ça, c'est la confusion entre la règle et la loi, entre l'esprit de la loi qui nous rappelle quelque chose, des lois de contact, je dirais, avec la réalité, et une appropriation délirante d'un groupe humain sur un autre. Ça, c'est une mauvaise histoire. Oui, je trouve ton exemple très, très aidant, en fait, pour distinguer loi, règle, récit, histoire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter ? Je pense que vous avez du grain à moudre. Dites-nous ce que ça vous évoque. Moi, je sens que je suis en train de mouliner, hein, toujours. Merci beaucoup et à très bientôt.